Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençant l'édition d'aujourd'hui du lundi 30 août 2021 avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençant par le quotidien La Nouvelle Tribune. L'Égypte a remporté les championnats d'Afrique des badminton des moins de 15 ans qui ont démarré le 22 août 2021 et qui ont pris fin ce jeudi 26 août dans le gymnase de l'Institut régional de santé au Bénin. La domination des pharaons d'Égypte a été sans partage lors de l'édition 2021 des championnats d'Afrique des moins 15 qui se sont déroulés à Rida au Bénin. Au niveau du simple homme, la finale a opposé l'Égyptien Seif Omar au Ghanéen Chang Francis. Et enchaînant la tournée de la presse avec Radio France Internationale, où nous lisons « La mission de l'Union africaine en Somalie est étendue. Le mandat de l'AMISOM en place depuis 2007 devait se terminer à la fin de l'année 2021. Mais l'Union africaine et le gouvernement somalien ont signé un accord. La force, qui comprend plus de 19 000 soldats, va rester, mais sous un format modifié. » Et passons à TV5, c'est le blackout en Libye. Des quartiers entiers sont quotidiennement plongés dans le noir, victimes des coupures intempestives de courant. Une situation qui perdure depuis 10 ans et qui n'a pas été résolue par l'éclaircie politique en cours. Les infrastructures sont à plat, l'économie à terre. Pourtant, le pays est riche en hydrocarbures et ses 7 millions d'âmes peu nombreuses pour se partager les dividendes les plus abondantes réserves pétrolières d'Afrique. Et terminons notre revue de presse avec Jeune Afrique où nous lisons « Constatant l'impuissance des institutions internationales et en particulier de l'Union africaine à faire taire les armes au Tigré, plusieurs dizaines d'intellectuels africains prennent la plume pour appeler à une médiation rapide dans ce sanglant conflit. Dans leur rappel, les intellectuels ont écrit « La détérioration constante de la situation en Éthiopie nous consterne et illustre de manière tragique le peu d'intérêt que suscitent les nombreux commentaires des intellectuels africains sur la manière de résoudre les conflits qui déchirent le continent. » Le laboratoire allemand BioNTech a annoncé qu'après recommandation de l'Union africaine, il a été décidé d'installer des sites de production de vaccins à Rennes en Afrique, notamment au Sénégal et au Rwanda dès 2022. Dalia Karam nous donne plus de détails. La pandémie de Covid-19 était au cœur des discussions au sommet Compact with Africa, notamment à propos de l'inégalité d'accès aux vaccins. Le laboratoire allemand BioNTech a annoncé qu'après recommandation de l'Union africaine, il a été décidé vendredi 27 août d'installer des sites de production de vaccins ARN en Afrique, notamment au Sénégal et au Rwanda dès 2022. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que les chefs d'État africains avaient exprimé leur déception, qu'ils avaient exprimé leur mécontentement et qu'ils avaient dit qu'ils n'étaient pas juste que l'Afrique n'ait vacciné que 2% de l'ensemble de la population sur 1,3 milliard d'habitants, alors que les pays plus développés du Nord ont vacciné jusqu'à 60%. Angela Merkel, la chancelière allemande, a quant à elle commenté que la disponibilité ainsi que la production des vaccins étaient liées au bien-être économique du continent africain et quand ils voyaient aujourd'hui qu'ils avaient vacciné plus de 60% de leur population et qu'elle était de 2% en Afrique, c'était bien sûr une injustice dramatique que devaient surmonter et qu'ils en avaient parlé honnêtement aujourd'hui. Le président sénégalais Macky Sall a lui commenté que c'était un jour historique dans leur combat pour l'accès aux vaccins. Fin juin, le laboratoire allemand avait déjà annoncé vouloir appliquer la technique de l'ARN messager au paludisme avec des essais cliniques prévus pour 2022.
Les rebelles tigréens ont accusé hier l'Union africaine de partialité à la suite de la désignation par l'organisation panafricaine d'un médiateur dans le conflit qui déchire le nord de l'Éthiopie depuis près d'un an. Plus de détails dans ce commentaire. Il serait naïf de penser que cette mission puisse marcher, a affirmé sur Twitter le porte-parole des rebelles Getachew Reda, 3 jours après la nomination de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo comme représentant de l'Union africaine dans l'accord de l'Afrique, avec pour mission de promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et le dialogue politique. Résoudre une crise requiert au moins la reconnaissance de l'existence, sinon de l'importance d'un problème, écrit le porte-parole des rebelles tigréens. Il conclut qu'ils avaient du mal à comprendre comment on peut attendre un rôle constructif de la part d'une organisation qui a donné tout son sens au mot partialité. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a pour sa part rejeté à plusieurs reprises toute proposition de médiation avec les leaders tigréens, affirmant qu'il ne s'agissait que d'une opération limitée de maintien de l'ordre. Abiy Ahmed avait envoyé l'armée au Tigré, région le plus septentrionale du pays, en novembre 2020, pour renverser les autorités dissidentes issues du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF. Selon le prix Nobel de la paix 2019, cette opération répondait à des attaques contre des camps de l'armée fédérale ordonnées par le TPLF. La victoire devait être rapide, mais la région s'est enfoncée dans un conflit dévastateur marqué par de nombreuses exactions contre des civils. Fin juin, les forces pro-TPLF ont repris la capitale régionale Mekele, puis l'essentiel du Tigré est poussé dans les régions limitrophes de l'Amhara et de l'Afar pour mettre fin à ce qu'elles décrivent comme un blocus humanitaire du Tigré et pour empêcher les forces pro-gouvernementales de se regrouper. Le conflit s'est avéré un sujet délicat pour l'Union africaine basée à Addis Abeba et les alliés de l'Éthiopie ont empêché toute discussion sur le sujet au Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon l'ONU, le conflit a déjà placé quelques 400 000 personnes dans une situation proche de la famine. Olusegun Obasanjo avait déjà mené en juin au titre de l'Union africaine une mission d'observation des élections générales qui ont débouché sur une large victoire des partisans d'Abiy Ahmed, malgré l'absence de scrutin pour raison de sécurité dans un quart du pays, dont le Tigré. L'Égypte multiplie les projets nationaux, les projets régionaux et internationaux de connexion électrique et routière avec main continent et pays. Mais le part du lion dit être canalisé vers le continent africain avec qui l'Égypte entend élargir son potentiel électrique afin d'assurer le développement du continent par les mains de ses fils africains. Les projets de connexion électrique assurent une gestion économique idéale de l'énergie électrique tout au long de l'année et permettent de mieux répartir l'électricité entre les pays en fonction des projets de développement dans chaque pays. Et pour nous donner plus de détails, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au bout du fil M. Raouf Gafar, docteur Raouf Gafar, expert en économie qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour docteur Raouf Gafar. Bonjour. Bonjour. Alors, l'Égypte entend devenir un hub énergétique régional. La réalisation de cette ambition passera par les infrastructures, dont des projets d'électricité. Comment évaluez-vous cette initiative? C'est une initiative très importante pour le développement non seulement de l'Égypte, mais de toute la région. Il est très important de se lier sur le plan électrique avec tous les pays de voisinage en direction de l'Afrique et en direction de l'Europe. Maintenant, l'Égypte a une production non seulement qui suffit les besoins, mais peut-être un peu plus, mais en tous les cas, se relier avec un pays de voisinage veut dire que, ou un réseau, disons, de voisinage en route pour
ailleurs, c'est un va-et-vient. C'est-à-dire, si jamais ils ont besoin d'électricité, on peut leur donner. Si jamais nous avons besoin, ils peuvent nous donner, non seulement ça, mais on peut se servir de notre réseau comme une connexion entre, par exemple, l'Afrique et l'Europe. Nous avons déjà fait des pas assez importants dans cette direction. Nous avons fait une connexion avec la Libye du côté ouest, avec le Soudan. On travaille très fortement pour établir cette connexion. Et Soudan, c'est-à-dire direction Afrique. Et puis, il y a des pourparlers maintenant, et je pense qu'il y a des pas pour la réalisation du lien entre l'Égypte et Chypre en direction de l'Europe. Donc, on peut, à la rigueur, par exemple, en Afrique, il y a des possibilités hydroélectriques mais grandes. On peut s'en servir pour faire passer l'électricité générée vers l'Europe, etc., etc. Donc, ce lien électrique, c'est une initiative excessivement importante pour notre propre développement et pour le développement de toute la région. Docteur Raouf Gafar, comment est-ce que ces projets phares pourront-ils contribuer à la promotion du niveau de l'économie? Bon, si jamais on exporte, si je peux utiliser le terme, de l'électricité, donc ça verse directement dans l'économie. Si jamais on utilise disons, le réseau électrique égyptien pour le passage d'électricité entre l'Europe et l'Afrique, bon, il y a on charge disons, le passage, le transit, donc ça verse directement vers l'économie. Certainement, si jamais on a besoin pour l'Égypte de plus d'électricité, on peut utiliser ces réseaux pour importer l'électricité suffisante pour un excès de développement si jamais on a besoin. Et une chose qu'on doit mentionner, c'est que quand on parle de hydroélectricité, on se dirige vers l'énergie plus ou moins propre. Donc, encore une fois, ça c'est une direction qui est adaptée par notre président et notre administration, d'aller vers l'énergie propre, et ça c'est justement une des méthodes. Puisque vous avez mentionné l'énergie renouvelable ou bien l'énergie propre, comme vous l'avez mentionné, alors quel est le rôle de ce genre d'énergie renouvelable dans le développement du potentiel africain? Et ça veut dire, nous avons souffert, le monde souffre jusqu'à présent de excès d'émissions de carburant, etc. Donc, on doit passer vers l'énergie renouvelable et propre. Et ça représente disons, une des solutions pour aller vers cette direction. Et certainement, quand on parle d'énergie renouvelable et énergie propre, on parle du bien-être des citoyens. Donc on parle d'une santé meilleure, on parle de beaucoup de choses qui versent vers la prospérité des citoyens et par conséquent des pays. Donc ça, c'est un mouvement très important. On doit bouger vers cette direction. Et je pense que d'ici quelques années, le monde va utiliser ce genre d'énergie, peut-être à 80 ou 90%, espérons bien que c'est besoin. Espérons. L'Égypte a déjà effectué un projet de connexion électrique avec l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Alors, comment est-ce que cette nouvelle ligne orientée vers l'Afrique pourrait-elle renforcer les investissements de l'Égypte? Bon, premièrement, quand on se lie vers un pays africain,
comme vous l'avez dit, nous avons maintenant des connexions dans toutes les directions. Je mentionnais la Libye vers l'ouest, maintenant la Jordanie, l'Arabie saoudite vers l'est, Chypre et par conséquent l'Europe vers le nord, et puis Soudan en direction de l'Afrique vers le sud. Donc on est lié pratiquement dans toutes les directions. Et quand justement on donne l'électricité, on se lie avec le Soudan, on aide le Soudan à se développer, certainement. Et le développement du Soudan va refléter sur notre propre développement. C'est-à-dire, on commence à maintenant comprendre que le monde, c'est un grand village. Donc tout le monde est lié, on doit interchanger ce genre d'énergie pour bénéficier non seulement nous, mais les pays de voisinage. Oui. Et par conséquent, ça va rendre service à tous les pays qui sont liés à cette énergie renouvelable. Énergie, c'est ça. Oui. Nous vous remercions infiniment, Dr Raouf Ghafar, expert en économie, et passons aux artistes. Alors, des artistes, des photographes et des artistes urbains du monde entier ont pris d'assaut les rues de la capitale du Ghana, Accra, pour le festival annuel d'art de rue Charles Watt. Peintres, photographes, musiciens, danseurs ou acrobates ont tenu à tisser un lien avec la population jusqu'à faire participer les plus jeunes. Shams Senemi nous donne plus de détails. Cette année encore, le célèbre festival d'art de rue Charles Watt a tenu toutes ses promesses à Accra, au Ghana. Danse, art graphique, musique, tous les styles et genres artistiques se sont mêlés dans les rues de Jamestown. Cette tradition culturelle annuelle n'attire que des locaux. Des touristes y participent et profitent pour découvrir l'histoire du Ghana. Car au-delà des fresques murales et de tout le folklore, c'est l'histoire de l'esclavage qui est racontée ici. Depuis une décennie, l'ancienne prison du Sir Fort, située dans la rue principale d'Atta Miles, est le centre névralgique où se concentrent toutes les créations artistiques. Dans l'une des cellules, Charity Debbie Akiti, 24 ans, a pris ses quartiers. C'est le thème que j'ai utilisé l'année dernière, mais le thème général de cette année est Patiki Remote. Il s'agit du style de vie des humains et de notre implication de leur renouvellement. Je suis particulièrement inspirée par tout ce qui m'entoure et je m'inspire du quotidien comme par exemple le coronavirus qui a affecté et poussé à changer nos habitudes. Charity participe au festival pour la 5e fois, mais a commencé son exposition personnelle virtuelle en 2020. Charity fait preuve d'une grande imagination et crée toutes sortes d'œuvres d'art en utilisant n'importe quel matériau. Les murs et les cellules de l'ancienne prison du Sir Fort ont servi de toile de fond aux artistes locaux pour exposer leurs œuvres d'art à couper le souffle. L'objectif est de briser les barrières linguistiques et culturelles. C'est une communauté qui se développe et elle ne peut se développer que par la culture artistique et le maintien de la culture, c'est ce qu'a expliqué l'artiste. Bien vrai que l'impact dû au Covid-19 a affecté la célébration de la 10e édition de ce festival d'art de rue, plusieurs artistes, à l'image de Charity Debbie Akiti, ont tenu à exposer leurs créations devant un public moins nombreux que d'habitude. De plus, 4 organisateurs de l'événement ont été arrêtés par la police pour violation de certaines restrictions liées au Covid-19.
Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde concernant l'Afrique. Merci pour votre fidélité et restez avec nous sur Nile TV International. Bonne journée. Au revoir.